On va commencer dans 1 minute. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, cette image, il est traduit en direct en anglais. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. This image is being live translated in English and French, so please click on the globe icon on the bottom right of your screen and select your language. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue pour cette image sur le thème de la planification et de l'aménagement des villes durables en Afrique. Je vais partager mon écran pour l'introduction. Oh, donc c'est fermé. J'ai des petits soucis d'ordinateur, mais... Ok, bon, du coup, je ne vais pas partager mon écran car apparemment, ça, c'est tout bugué. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, ce numéro sur les villes durables, il est bien sûr en lien avec la coalition de Climate Change, aménager les villes de façon durable, dont parlera aussi Adeline tout à l'heure. La feuille de route qui a été élaborée l'année dernière par cette coalition de Climate Change partait un peu du constat que dans les contextes africains caractérisés par une urbanisation en hausse, une forte croissance démographique et un phénomène d'agglomération, l'impact humain sur les changements climatiques et sur la vulnérabilité des populations à ces derniers sont accentués et qu'il apparaît nécessaire de garantir un développement qui soit un développement urbain qui soit durable, résilient et circulaire. Cette urgence d'agir, elle est aussi soulignée par le 3e volet du rapport du GIEC, du dernier rapport qui a été publié lundi et qui rappelle que l'Afrique, elle va faire partie des régions qui vont connaître le plus fort taux de croissance des terres urbaines avec l'Europe de l'Est, l'Asie de l'Ouest et centrale et le Moyen-Orient. Le rapport, il montre aussi que les villes pourront atteindre l'objectif de zéro émission nette uniquement avec une profonde décarbonisation et une transformation systémique. Et il dit que c'est très urgent d'intégrer l'atténuation et l'adaptation des villes pour faire face au changement climatique et à ses effets, notamment au vu de l'augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes. Donc, il y a aussi un large consensus autour du fait que les bénéfices des transformations des villes, elles s'étendraient bien au-delà des milieux urbains. Donc, voilà, le GIEC, il explique aussi que pour réussir ce changement transformatif, c'est nécessaire d'intégrer tous les échelons de gouvernance, dont les collectivités territoriales et aussi les acteurs non étatiques qui interagissent dans ces enceintes-là, ce qui impliquera également d'importants financements. Donc, l'IMAC d'aujourd'hui, il s'inscrit dans le prolongement de la préparation du Forum urbain mondial également, qui sera organisé par ONU Habitat en Pologne du 26 au 30 juin prochain et qui sera aussi l'objet un peu de la première présentation de l'IMAG. Et ensuite, on pourra aussi échanger sur les enjeux et les bonnes pratiques autour de ce thème des villes durables en Afrique. Je crois que c'est toi qui peux passer les slides. À la suivante, du coup. Donc, on a retenu un article pour la partie actualité qui a été publié par Benoît Yvan Wandi dans le Afrique 21, qui est intitulé « Afrique, les maires lancent Healthy Cities pour la santé et le bien-être urbain ». Et donc, dans cet article, l'auteur il revient sur une rencontre qui a eu lieu récemment entre des maires africains qui était organisée à Dubaï avec le soutien de l'OMS et du Programme des Nations Unies pour l'Habitat, donc ONU Habitat. Et l'objectif va être de lancer une plateforme pour améliorer la gouvernance des villes dans le secteur de la santé et du bien-être et de faire la promotion des moyens de subsistance durable. Donc, ce sera une initiative à suivre certainement dans les prochains mois. L'article ne donne pas plus de précisions, mais ça permet aussi de rappeler que la santé et l'alimentation, c'est des enjeux qui sont centraux dans le développement durable des villes.
Et je profite aussi de ce petit temps pour parler de cet article, pour vous dire qu'on aura sur le prochain IMAG la présence d'un journaliste d'Afrique 21 qui nous fera une petite revue de presse en début de session. Et cette session-là sera sur bâtiments et construction durable. Donc, au sommaire aujourd'hui, tout d'abord, on aura Adeline Fauré, chargée de mission Europe et internationale à la FNO, qui viendra nous parler de la FNO, du Forum urbain mondial et des enjeux de planification urbaine durable en Afrique, notamment en revenant sur le travail de la coalition Aménager les villes de façon durable, dont la FNO est copilote. Ensuite, on pourra approfondir le sujet des villes et du climat en Afrique avec la présentation d'un cas d'étude publié dans le dernier bilan territoire de l'Observatoire de Climate Change avec Nelson Delamarre, chargé de mission changement climatique, énergie et résilience à IKEA Afrique. Et enfin, on prendra un temps de questions-réponses et de partage d'expériences. Et j'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à écrire toutes vos questions dans le chat pendant l'IMAG. On pourra y répondre à ce moment-là. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Et je vais laisser la parole à Adeline. Super. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, tout va bien. Oui. Super. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Déjà, merci beaucoup à Chloé et à l'équipe de Climate Change pour cette opportunité d'intervenir dans ce IMAG. Surtout que Climate Change, pour nous, c'est une association très importante. On suit depuis longtemps. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger dans ces cadres-là. Donc, Adeline Fauré, chargée de mission internationale et Europe à la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Donc, assez rapidement, qu'est-ce que la FNO? Donc, la FNO, c'est une association qui regroupe en fait les 50 agences d'urbanisme en France. Donc, il y en a 50 en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Donc, en fait, ces agences, ce sont des outils d'ingénierie partenariale donc, qui sont créés à l'initiative de collectivités, de groupements de collectivités, et qui ont pour mission vraiment d'accompagner la définition et la mise en œuvre de politiques publiques auprès des collectivités, de vraiment accompagner la création de projets de territoire qui soient cohérents et équilibrés. Donc, avec un rôle plus concrètement d'observation, de prospective, d'études, d'expertise et de planification. Donc, ces agences-là, elles sont structurées donc, en réseau. Donc, c'est la FNO qui encadre, qui coordonne ce réseau. Et donc, la FNO, elle a vraiment ce rôle de mettre déjà en dialogue toutes ces agences en créant des clubs ou des thématiques ou en réunissant les agences lors d'événements particuliers. Et elle a aussi pour mission de vraiment pousser certains sujets, certaines thématiques, certaines priorités qui sont clés pour le développement des territoires et de porter la position des agences au cœur des débats nationaux, européens et internationaux. Donc, voilà. Donc, la FNO a également une action à l'international qu'elle a particulièrement développée ces dernières années, avec l'idée que vraiment les questions urbaines, elles prennent des proportions très importantes au vu de l'accroissement des villes. Et donc, dans l'idée d'apporter une réponse un peu coordonnée aux défis de demain sur les villes et de valoriser aussi l'expertise des agences d'urbanisme comme outil au service des territoires, comme outil au service d'un développement durable des villes. Donc, la FNO, plus concrètement, accompagne la création d'agences urbaines, à la demande de territoires à l'international. On accompagne notamment
la création d'une agence dans le Nord Liban, qui comprend la ville de Tripoli. Voilà, donc il y a aussi d'autres agences qui se créent plus en partenariat avec des agences françaises. On a aussi une action de valorisation donc, de l'outil des travaux des agences lors d'événements internationaux auprès des acteurs européens et internationaux. On est beaucoup en lien avec notamment ONU Habitat aujourd'hui sur les enjeux du numérique et dans le cadre d'autres événements et notamment les sommets Climate Change. Ensuite, on valorise dans ces cadres-là aussi les actions et coopérations internationales des agences. On fait des publications. Voilà, on va aussi valoriser, pousser des coopérations internationales auprès des agences françaises en valorisant ce type de partenariat-là qui peuvent aussi être enrichissants pour les agences. Et donc, l'AFNO a aussi, depuis quelques années, la coordination de deux autres structures. Donc, l'une, c'est le MTPA, donc c'est le Metropolitan and Territorial Planning Agency Network, qui est un réseau mondial des agences urbaines qui a été créé à l'initiative de l'AFNO avec aussi CGLU Afrique. Et l'idée, c'était vraiment de retrouver cette idée de coordination, d'échange à l'échelle internationale avec des structures agences urbaines ou structures assimilées, car toutes ne sont pas du même acabit. Et donc voilà, donc on a monté ce réseau-là qui comprend plusieurs agences, plusieurs représentations en Amérique latine, en Afrique, beaucoup en Afrique. On a même créé une branche africaine du réseau MTPA qui est très engagée et qui participe aussi à la coordination de la coalition de Climate Change sur planifier la ville africaine durable. Et depuis 2018, donc l'AFNO a en charge la coordination du secrétariat technique du PAVT, qui est le partenariat français pour les villes et les territoires. Voilà. Donc, je vais en parler un peu plus précisément après. Donc, le MTPA, j'en ai déjà pas mal parlé finalement. Et le PAVT, donc en fait, le PAVT, qui n'a pas de structure juridique. C'est une plateforme en fait, d'échange des acteurs français qui travaillent sur la ville dans une perspective internationale ou à l'international directement. Et l'idée, c'était vraiment de créer un réseau d'acteurs sur l'urbain avec une grande diversité de parties prenantes. Donc, on a différents collèges qui représentent le secteur privé, qui représentent l'État, qui représentent le secteur public, qui est la société civile, les ONG, les associations, les collectivités. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de réunir une grande diversité d'acteurs, les mobiliser pour essayer de coordonner les messages et les initiatives qui sont valorisées lors principalement des forums urbains mondiaux, dont je parlerai juste après. Et voilà, vraiment l'idée de se coordonner, donc à travers un travail que nous, on organise en groupe de travail thématique. Donc on a, pour le prochain forum mondial, on a coordonné une dizaine de groupes thématiques qui ont produit des livrets de recommandations, de plaidoyer et de valorisation d'initiatives et d'expertise qui seront portés comme les messages communs des acteurs français lors du prochain forum urbain mondial à Katowice. Et on coordonne également la délégation française qui se rendra sur place. Donc, les forums urbains mondiaux d'ONU Habitat, pour un peu préciser ce que c'est. Donc, ce sont des forums qui sont organisés par ONU Habitat tous les 2 ans. C'est le principal rassemblement des acteurs de la ville au monde. Et l'idée, c'était vraiment de suivre les avancées de la mise en œuvre du nouvel agenda urbain et l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment le 2D11 sur les villes,
et vraiment de créer un espace de dialogue, de rencontre entre les acteurs de la ville dans le monde. Donc, c'est quelque chose, c'est un lieu, un moment et un lieu où vraiment il y a beaucoup de rencontres qui se font, de plaidoyers, de messages qui passent. Et c'est vraiment l'occasion de discuter, de dialoguer, de valoriser des initiatives, de pousser certaines priorités vis-à-vis des défis d'aujourd'hui et de demain sur les villes. Et donc, le prochain forum urbain mondial aura lieu à Katowice, en Pologne, du 26 au 30 juin 2022. Le thème initialement était transformer les villes pour de meilleurs futurs urbains. Ça l'est encore pour le moment, mais tout le monde connaît la situation que vit, la situation géopolitique que vit la région en Pologne, en Ukraine actuellement. Et c'est une belle chose qu'ils aient décidé de le maintenir, parce que ça a été en discussion. Parce que ça permettra donc de faire passer des messages assez forts sur la question des villes inclusives, la question des villes d'accueil, des villes de reconstruction. Donc voilà, donc il y aura des thèmes qui seront sans doute un peu poussés par ONU Habitat, et ce sera l'occasion aussi de montrer que les coopérations, enfin les coopérations et les solidarités qui existent entre les collectivités. Donc, on a une mobilisation assez forte des acteurs français pour porter ces messages. Et donc, on fait beaucoup de valorisation, d'échanges, de croisements, et on a aussi un fort enjeu de valoriser les coopérations avec l'Afrique, avec lesquelles on a beaucoup d'échanges. Le PAVT a notamment organisé toute une série de webinaires dans l'année, regards croisés entre acteurs africains et acteurs français. Donc, on a beaucoup de liens de liens et de choses à dire sur ces questions-là, et en lien avec les acteurs du continent africain. Et donc, pour un peu parler de ce qu'on fait auprès de Climate Change, c'est donc de la coalition qu'on porte, Aménager les villes africaines durables. Donc effectivement, depuis, je n'ai pas l'année en tête, mais depuis longtemps, on coordonne avec le MTPA cette coalition-là. Et on a effectivement établi une feuille de route lors de réunions qui se sont tenues principalement lors des sommets Climate Change en Afrique. Cette feuille de route a donné lieu à plusieurs enjeux, plusieurs défis à relever et plusieurs actions. Donc, on avait les principales actions qui avaient été données par la dernière version de notre feuille de route. Donc, c'était poursuivre et élargir l'éducation environnementale de la population, former en continu les élus, initier une refonte de la répartition des pouvoirs et permettre une action au plus près des territoires, développer des systèmes efficaces en matière d'énergie, de gestion des déchets, de mobilité et d'alimentation, et mobiliser en continu les acteurs, notamment la société civile et les secteurs non gouvernementaux. Donc, effectivement, ça, c'était la feuille de route qui avait été actualisée avant notre dernière réunion de la coalition, donc en novembre 2021, lors du dernier sommet dernier sommet Climate Change. Et donc, suite à ça, notre dernière réunion de la coalition, on a voulu l'axer sur les enjeux de planifier la résilience des grandes villes africaines, surtout. Effectivement, il y a eu... l'objectif, c'était vraiment de rassembler les membres de la coalition en mettant en avant les liens qui doivent être renforcés entre le développement des grandes métropoles, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et d'apporter un peu des leviers pour favoriser, pour permettre la résilience des métropoles à ces changements et aux conséquences que ces changements ont sur les villes. Et donc, la planification urbaine est un vrai enjeu de taille. Donc, cet atelier-là a permis vraiment déjà de soulever les principaux enjeux qui ont été identifiés, donc qui sont connus,
Donc, les villes africaines, effectivement, font face à de fortes croissances démographiques et urbaines, que ce soit dans les métropoles d'ailleurs ou dans les villes moyennes et intermédiaires. C'est d'ailleurs sur ça que portera le prochain sommet Africité. Et cette croissance démographique et urbaine, les villes en tout cas font face à des fortes vulnérabilités, qu'elles soient urbaines, sociales, de gouvernance, et qui mènent à une grande vulnérabilité des villes aux événements liés au climat et aux effets du changement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, les villes africaines, elles ne sont pas plus exposées d'un point de vue géographique que le reste du monde au changement climatique. Mais le fait est que, c'est pas en fait cette vulnérabilité urbaine, sociale et de gouvernance qu'elles sont, qu'elles sont en fait plus soumises à ces risques et que les risques vont avoir plus d'impact sur ces villes, malgré des phénomènes climatiques qui ne sont pas forcément plus importants qu'ailleurs. Et donc, voilà, effectivement, donc les villes africaines, il y a ces enjeux-là qui résultent d'un étalement urbain, souvent dans des zones à risque, et parfois un étalement urbain qui se fait de manière précaire et informelle. Zone à risque est fortement soumise aux inondations, les inondations qui sont très présentes dans les grandes villes africaines. On a une urbanisation qui est non planifiée, donc qui détruit la biodiversité, qui perméabilise les sols, et dans ce cercle un peu vicieux qui dégrade encore plus les conditions environnementales de ces territoires. On a un manque de politique volontariste et de gouvernance structurée. Et on a, résultant de cela, un manque de compétences et de capacités des gouvernements locaux. De capacités, qu'elles soient humaines, financières et parfois aussi de légitimité à agir vis-à-vis des États. Donc, les recommandations qui ont pu être faites lors de cet atelier. Donc, les principales recommandations étaient tout d'abord de dessiner un cadre de gouvernance et de planification qui soit systémique, qui soit opérationnel et adapté au contexte pour planifier la résilience et l'adaptation au changement climatique. On a aussi eu la recommandation de faire vraiment émerger un leadership, si possible à l'échelle locale, qui aurait les compétences, les capacités nécessaires pour la mise en œuvre de politiques de planification et d'aménagement qui soient effectives et qui puissent assurer une réponse rapide et adaptée en cas de crise. Et enfin, l'objectif d'embarquer tous les acteurs dans les projets de planification et notamment aussi les habitants. Un vrai enjeu, notamment dans le cadre d'un développement urbain qui soit en partie informel et donc fait par les habitants, de les intégrer à ces projets de planification. Voilà, c'est tout pour moi sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup, Adine. On va maintenant donner la parole à Nelson de Lamar d'ICLEI, qui va nous parler des initiatives qui permettent aux villes africaines de développer justement des stratégies durables, avant de nous présenter l'étude de cas sur la ville de Bobo-Dioulasso, qui a été publiée dans le dernier rapport de l'Observatoire. Mais avant toute chose, Nelson, vous avez peut-être envie de réagir à ce que disait Adeline sur ces enjeux de planification des villes, et peut-être aussi sur le Forum urbain mondial. Est-ce que ICLEI sera présent? Je ne suis pas certain encore concernant notre présence au Forum urbain mondial. J'ai vu quelques emails passer, mais je ne peux pas confirmer. Je pense qu'une équipe ira, mais je ne sais pas si ce sera ICLEI Afrique. Ce sera peut-être nos collègues du secrétariat mondial d'ICLEI basé en Europe. Concernant l'importance de la planification urbaine, oui, justement, je vais en parler dans la présentation que je vais faire et sur l'intérêt de réaliser une planification, de réaliser une planification urbaine, oui, en Afrique en particulier.
Je vais partager mon écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, c'est plus bon. Désolé. C'était bien la présentation. Oui, là, c'est parfait. OK. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation et l'opportunité. Donc, je suis Nelson Delamarre, chargé de mission pour ICLEI Afrique, qui est le secrétariat en charge du continent africain d'une organisation mondiale qui s'appelle ICLEI, et dont le siège est basé à Bonn, mais il y a environ plus de 25 bureaux un peu éparpillés dans le monde. ICLEI Afrique, je ne vais pas m'étaler dessus, héberge la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, le secrétariat de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, qui est l'objet de cette présentation. Et plus particulièrement, je vais vous présenter succinctement la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, que je vais appeler pour le reste de la présentation comme ça. COM. Donc comme ça, l'élaboration d'un plan pour l'accès à l'énergie durable et le climat de la ville de Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso et située à l'ouest du pays. Avant de vous présenter la Convention des maires, juste un peu une présentation sur le contexte qui a conduit à la création de ce réseau de villes. Ça part du constat que les villes font face, comme tous aux effets du changement climatique, et qu'elles consomment les 2/3 de l'énergie au niveau mondial. En effet, donc les villes sont, comme vous le savez, des espaces de concentration démographique et économique très importants, et donc émettent une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, contribuent environ à 70% des émissions mondiales. Plus particulièrement dans le cas de l'Afrique, le contexte est que l'Afrique fait face à une urbanisation extrêmement rapide, avec une population urbaine qui devrait tripler d'ici 2050. Mais cependant, malgré cette augmentation de la population, l'Afrique ne contribue qu'à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Afrique dans son ensemble ne dispose que de 3% du total des financements reçus pour le climat. Et une autre statistique, une autre donnée importante, c'est que 548 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité, ce qui correspond à plus de 2/3 des personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, fort de ce constat, il y a eu la création de la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie, qui est un réseau international de villes et de collectivités locales œuvrant pour revenir à faible émission et résistant au climat. La Convention des maires pour la subsaharienne, est le chapitre régional de cette Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie. Depuis 2015, un acteur clé local en Afrique,
elle offre une occasion assez unique de faire progresser l'action en faveur du climat et de l'énergie durable sur le continent, enfin sur l'Afrique subsaharienne plus exactement, parce que il y a l'équivalent de la COMSA pour la région nord-africaine et Moyen-Orient, qui s'appelle Climamed. À l'heure actuelle, la COMSA, c'est un engagement notamment politique de plus de 280 collectivités locales, avec un réseau représentant approximativement 90 millions de personnes maintenant, avec de nombreux partenariats, des organisations engagées et soutenant la mise en œuvre de cette convention des maires. Citons par exemple la GIZ, l'Allemagne, l'Agence française de développement, donc ICLE Afrique, CGLU Afrique et plusieurs autres organisations. Jusqu'ici, un soutien technique a été fourni à de nombreux responsables municipaux. Le chiffre est largement au-dessus de 950 maintenant. Il y a un soutien notamment à des développements de projets climat-énergie, avec un portefeuille d'au moins 16 projets, et un soutien à la mise en œuvre de projets d'infrastructure qui est prévu de 160 millions d'euros. Alors, quels sont les principaux objectifs de la Convention des maires? C'est d'accroître l'accès à l'énergie durable et c'est de soutenir l'action locale en faveur du climat. C'est de localiser les contributions nationales déterminées et les objectifs de développement durable, de responsabiliser les autorités locales et d'initier l'action climat au niveau local. C'est aussi améliorer le cadre institutionnel et les capacités techniques et de mobilisation des ressources des autorités locales. Enfin, c'est de promouvoir l'appropriation politique et la diffusion des bonnes pratiques. Pour cela, les villes, lorsqu'elles rejoignent la COMSA, la Convention des maires, elles s'engagent à élaborer un plan d'accès pour l'énergie durable et pour le climat. Donc, PAEDC. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un projet territorial de développement durable avec plusieurs axes d'action, comprenant notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc, correspondant à l'atténuation, l'adaptation au changement climatique, la réduction de la vulnérabilité aux impacts du changement climatique, un développement avec une sobriété énergétique, mais en même temps en fournissant un meilleur accès à l'énergie. Enfin, il y a énormément de co-bénéfices à la réalisation d'un PAEDC, des co-bénéfices en termes de qualité de l'air, d'amélioration de la qualité de l'air et du niveau de vie de la population globale, la fourniture d'emplois au niveau local, l'amélioration de la santé de la population, etc. Donc, le PAEDC correspond à un territoire donné et implique la participation pour le réaliser de nombreux acteurs au niveau local, notamment le secteur privé, les associations, les citoyens, etc. Et la durée, en général, les PAEDC à l'heure actuelle sont pour la plupart l'objectif d'être réalisés à l'horizon 2030, comme les CDN. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les trois principaux piliers du PAEDC sont donc l'atténuation. Donc, je pense que la plupart des gens ici savent ce que c'est. Donc, très rapidement, c'est la réduction et la stabilisation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre rejetées dans l'atmosphère sur un territoire. L'adaptation, donc l'adaptation aux conséquences néfastes du changement climatique. Et le troisième pilier, c'est l'accès à l'énergie durable, abordable et sécurisée pour tous, en fonction de
de l'objectif de développement durable numéro 7, qui est de fournir un accès à l'énergie durable universel, et donc qui comporte plusieurs attributs. Donc la sécurisation, c'est-à-dire la fiabilité et la stabilité des sources d'énergie, notamment pour les ménages. La durabilité, c'est notamment la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique. Et enfin, le caractère abordable, c'est-à-dire l'évaluation de la capacité de la population à accéder à l'énergie. Donc, quelles sont les étapes clés de l'élaboration d'un PAEDC? Donc, cela s'effectue un peu d'une manière cyclique pour permettre notamment à la ville de progresser sur l'action climatique. Il y a une première étape qui correspond à l'engagement politique de la ville, avec notamment la mobilisation des acteurs politiques, avec la mise en place de l'équipe qui va élaborer le PAEDC, avec la recherche de partenariats pour soutenir son élaboration. Et aussi, cela correspond à une évaluation des capacités de la ville, à la fois humaines et financières, pour pouvoir réaliser et mettre en œuvre ce plan. La deuxième étape correspond à la collecte des données et à la réalisation d'études de base, comprenant pour l'atténuation un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, pour l'adaptation, une évaluation des risques et de la vulnérabilité, et pour l'accès à l'énergie, une évaluation de l'accès à l'énergie. Ces études et cette collecte des données permettent d'améliorer la connaissance de la ville sur sa situation climatique et énergétique, et permet donc d'accéder à des données climat-énergie solides pour la ville. La troisième étape correspond à la définition d'objectifs stratégiques et à la planification en se basant sur les données fournies lors de l'étape précédente et qui sont évaluées. Et ça permet de fixer des objectifs de manière éclairée pour chaque pilier, l'atténuation, l'adaptation et l'accès à l'énergie. Sur la base de ces objectifs, il y a une quatrième étape qui est l'identification d'actions, donc de futurs projets qui, selon les partenaires engagés dans l'élaboration du PAEDC, ces actions correspondent à celles estimées les plus bénéfiques pour la ville pour atteindre ses objectifs et ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre, améliorer l'accès à l'énergie durable pour sa population et enfin pour réduire sa vulnérabilité aux impacts du changement climatique. Donc, à l'issue de cette quatrième étape, le PAEDC est élaboré et suivent une cinquième étape qui correspond à la mise en œuvre de ce plan, donc la mise en œuvre des actions qui ont été sélectionnées et identifiées durant le processus. Et enfin, donc, il y a un rapportage, un suivi de la mise en œuvre qui permettent après d'ajuster le plan dans les années qui suivent. Donc, après ce contexte qui vous est présenté assez succinctement, donc la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne et la réalisation du PAEDC, je vais vous parler donc du cas de Bobo Dioulasso, qui a donc élaboré récemment son plan. Donc, les objectifs pour la ville, c'était donc d'accompagner le développement de la ville de manière bas carbone et résilient, de sensibiliser et impliquer les communautés locales aux enjeux du changement climatique, de renforcer les capacités de la ville, notamment pour planifier, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions pour le climat et l'énergie durable,
Donc de créer une base de données énergie-climat solide sur laquelle peuvent reposer des choix politiques justifiés. Et enfin, de donner une visibilité et une reconnaissance à la fois nationale, parce que ces plans sont censés s'aligner sur les contributions déterminées au niveau national, et aussi une reconnaissance internationale, parce que, bien évidemment, ces plans permettent une contribution locale à la réduction des émissions au niveau global. Après, donc, c'est une présentation rapide des objectifs. Je vous prendrai quelques avantages de l'élaboration d'un PADC pour la ville de Bobo-Dioulasso. Donc, ça permet de donner une vision à long terme de développement durable pour la ville. Comme je l'ai dit précédemment, ça donne une visibilité accrue des activités concernant le climat et la lutte contre le changement climatique pour la ville au niveau international, puisque le PADC est reconnu au niveau international. C'est un document cadre qui permet de favoriser les partenariats et notamment pour les potentiels bailleurs de fonds, d'identifier des actions qui pourraient souhaiter financer ou soutenir pour leur mise en œuvre. Ça permet aussi des orientations validées par les parties prenantes et mises en œuvre par les municipalités. Comme j'ai dit, ça permet d'identifier des projets pertinents à présenter aux bailleurs de fonds, basés sur des données solides. Et enfin, ça donne une compréhension précise des priorités de la ville en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques résultats, quelques informations qui ont été identifiées lors du processus et par le PAEDC de la ville de Bobo-Dioulasso. En ce qui concerne donc l'adaptation, les résultats de la collecte des données. Donc, la collecte des données a été effectuée par une recherche documentaire sur la situation climatique de la ville à l'heure actuelle, dans le passé et dans le futur. Ensuite, par des ateliers participatifs impliquant les acteurs pertinents de la ville, dont les citoyens, mais aussi le secteur privé, la municipalité, les différents départements de la municipalité, les représentants nationaux, etc. Ça a permis d'identifier notamment 6 principaux aléas climatiques affectant la ville, donc principalement la chaleur extrême, les fortes précipitations, les tempêtes de sable, la sécheresse, les incendies, mais aussi les inondations, donc qui ont des impacts néfastes sur différents secteurs. Et les principaux secteurs identifiés comme vulnérables par la ville sont notamment l'eau, le secteur de l'énergie, les transports et la population en général. En fonction donc de cette première étape de collecte des données et de réalisation d'études de base, ça a permis à la ville de fixer des objectifs d'adaptation pour chaque secteur identifié. Par exemple, je peux vous donner l'objectif concernant le secteur des transports qui est d'ici 2030 de s'assurer qu'au moins 20% des routes de la ville sont protégées contre les inondations et les roches. Sur votre écran, les routes, dès qu'il y a de fortes pluies, les routes sont très facilement inondées, ce qui augmente le risque, notamment d'accidents dans la ville. Et enfin, à partir de ces objectifs, 15 actions d'adaptation ont été identifiées, sélectionnées, priorisées. Il y avait beaucoup plus d'actions qui ont été identifiées par les partenaires, mais 15 ont été jugées comme les plus pertinentes et couvrent donc les secteurs prioritaires.
Et ces actions concernent notamment en ce qui concerne le transport, les infrastructures de transport, de permettre de réhabiliter certaines routes et aussi de réaliser des canaux et des exutoires pour permettre un meilleur drainage des eaux pluviales. Concernant l'atténuation maintenant, donc de la même manière, il y a eu la collecte des données qui a permis un inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Cette collecte des données a été mise en place suivant la méthodologie GPC. Donc le rapport dresse un portrait des émissions de gaz à effet de serre de la ville et permet donc d'informer la prise de décision pour le pilier atténuation. Le rapport a montré donc l'énergie stationnaire est le principal secteur responsable des émissions dans la ville, avec 42%, il représente 42% des émissions de la ville. Mais aussi, le secteur des transports et le secteur des déchets ont été évalués, ce qui a permis ensuite de fixer des cibles de réduction des émissions, avec notamment, par exemple, pour l'énergie stationnaire, une réduction des émissions de plus de 15% par rapport au scénario de maintien du statu quo, donc business as usual, d'ici 2030. Et en fonction donc, de ces objectifs, des actions aussi ont été identifiées par la ville. Par exemple, en ce qui concerne le transport public, il y a un plan de mobilité qui devrait être réalisé dans le futur. Le souhait par la ville de rendre plus attractifs les transports publics à la population pour justement permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Mais par exemple, dans le secteur des déchets, il y a aussi l'installation de centres de tri dans la ville et la réhabilitation de ces centres de collecte des déchets ménagers. Enfin, pour l'accès à l'énergie durable, donc, qui est très lié aussi au pilier précédent de l'atténuation, la collecte des données a été réalisée via une recherche documentaire et via une enquête d'abord auprès des ménages, mais aussi au sein des commerces dans la ville. Et il a été révélé que 64% de la population a accès à l'électricité en réseau et environ 4% à l'électricité hors réseau, ce qui correspond aux données de l'opérateur local. Pardon. Sur donc l'accès à l'énergie, j'ai oublié de vous préciser, mais ça ne correspond pas non seulement à l'accès à l'électricité, mais aussi l'accès à la cuisson propre et donc à un mode de cuisson propre, à la fois en termes de sources d'énergie et en termes de combustible. Et ça a été révélé que plus de 70% de la population utilise toujours des moyens traditionnels, donc notamment le prélèvement de la biomasse pour la cuisson, alors que nous, on recommande, l'accès à l'énergie durable recommande d'utiliser des moyens plus propres pour réaliser notamment la cuisson au niveau local. Donc des objectifs à la fois pour l'accès à l'électricité, pour améliorer l'accès à l'électricité pour les ménages, mais aussi l'accès à un mode de cuisson propre au sein des ménages, et enfin aussi l'accès à l'énergie dans les bâtiments publics qui ont été identifiés, notamment avec l'objectif que d'ici 2030, 84% des ménages aient accès à l'électricité et que 100% des ménages puissent avoir accès à un mode de cuisson propre d'ici 2030. Pour cela, des actions ont été identifiées par la ville,
notamment l'installation de 300 lampadaires solaires, l'installation de systèmes photovoltaïques dans les bâtiments communaux, ou bien la subvention et fourniture de kits solaires pour les besoins en énergie, mais aussi la promotion de moyens de cuisson propres au sein de la population. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir écouté et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Ça a suscité pas mal de questions. Il y en avait notamment une de Francine Deprat qui demandait comment est associée la population et quels acteurs économiques et sociaux, ainsi que les universités. C'est vrai que comment du coup les acteurs ils ont été mobilisés et peut-être avoir un petit retour sur l'apport que ça permet d'avoir pour l'élaboration de la stratégie de la ville. Alors, la plupart l'ensemble de la population a été mobilisée via des ateliers participatifs lors des différentes étapes du processus. Donc, lors de la collecte des données, et plus particulièrement pour l'adaptation, la population a été vraiment mobilisée pour identifier les impacts du changement climatique, notamment pour identifier les populations vulnérables. Quelles sont les populations les plus vulnérables? C'est notamment les femmes, les personnes âgées, les personnes habitant dans des logements insalubres. Aussi, cela a permis d'évaluer la capacité d'adaptation de la ville et aussi d'identifier quels sont les secteurs les plus jugés les plus vulnérables. On ne s'est pas basé sur la recherche documentaire seulement. On a demandé donc aux représentants de la population de dire quels sont, selon eux, en fonction des données climat et de leur observation du terrain, les secteurs les plus vulnérables. Après, lors des ateliers de fixation des objectifs, ce sont aussi donc des représentants de la population qui ont fixé les objectifs de la ville. Et enfin, pour les actions, c'était de la même manière. Il y a eu bien évidemment un screening un peu avant les ateliers pour identifier quelles actions seraient pertinentes. Mais au final, une énorme liste d'actions a été proposée, qui sont des actions. Et ce sont eux qui ont sélectionné les actions qu'ils jugeaient les plus pertinentes. Ils en ont ajouté aussi, et ils en ont enlevé de la liste. Et après, ce sont eux aussi qui ont priorisé quelles sont les actions qui doivent être prioritaires pour la mise en œuvre du PAEDC. En ce qui concerne la qualité des participants à ces ateliers, en général, c'était, donc, comme je vous l'ai dit, des représentants des différents départements de la ville, parce qu'ils ont très souvent une meilleure connaissance de la situation pour leur secteur. Par exemple, le directeur de l'environnement sur la question des espaces verts, de la protection des espaces verts, etc. La personne en charge des transports dans la ville, tout ce qui est le secteur des transports, etc., etc., les déchets, etc. Après, les acteurs locaux qui sont pertinents, par exemple les sociétés de bus pour le transport, les sociétés en charge de la collecte des déchets pour les déchets, des représentants des écoles pour l'éducation, voilà, et d'autres acteurs pertinents en fonction des secteurs. Enfin, il y a les représentants de la société civile, donc ça peut être des syndicats, des associations de femmes, notamment pour qu'il y ait une dimension genrée de l'action climatique et de la prise en compte des besoins en particulier des femmes au niveau local, des associations de jeunesse, pour la même chose, pour qu'il y ait quand même le point de vue de la jeunesse représenté lors de l'élaboration du PAEDC, et la prise en compte des problèmes plus liés à la jeunesse et au climat. Des ONG internationales, des acteurs du développement,
la GIZ, l'AFD, etc., qui sont actifs à Bobo, et le secteur privé. Et enfin, des représentants, enfin des experts climat, comme des météorologistes ou des géographes, etc., qui ont apporté aussi leur point de vue, notamment pour les études de base et pour les ateliers participatifs sur l'adaptation. Ok, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Il nous reste peut-être 1 minute pour prendre une dernière question avant de clôturer cette IMAG. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon, on a... Oui, Oui. vous m'entendez? Oui. On ne voit pas. Ouais, j'ai fait un petit message à Nelson, merci beaucoup, et puis aussi à Zoé, parce que je suis de la FAO, je travaille à Rome, et nous montons actuellement un projet de ville verte sur plusieurs villes sahéliennes. Et on voudrait travailler sur l'agriculture urbaine, l'agriculture périurbaine et la forêt, et former des jeunes dans le domaine des chaînes de valeur durables autour de la ville. En fait, on pense que les villes peuvent jouer un rôle considérable pour restaurer les terrains sahéliens. Donc, D'accord, c'est très intéressant. Nelson a mis son contact. Voilà, donc mis... en particulier, nous voulons travailler sur la ville de Bobo-Dioulasso, de Maradi au Niger et de Kaffrine au Sénégal. Donc peut-être et on voudrait impliquer ICLEI dans le processus, donc on va vous écrire très bientôt. Merci. D'accord, c'est bien noté. Je dois aller à une autre réunion aussi. Okay. C'était très intéressant, merci beaucoup. Merci. Et si vous avez des questions à la suite de cette IMAG, n'hésitez pas à nous écrire et n'hésitez pas aussi à demander à rejoindre la coalition. Donc, vous pouvez nous demander par mail et en fait, c'est principalement une liste de diffusion qui permet d'avoir des informations sur le secteur des villes durables quand vous nous en pouvez parvenir ou à partager vos informations également si vous le souhaitez. On vous retrouvera dans 3 semaines, le jeudi 28 avril à 15h heure de Paris également, pour un IMAG qui prolonge un peu cette thématique-là en se concentrant sur les bâtiments et constructions durables et qui sera donc en partenariat avec Afrique 21. Et vous recevrez très bientôt plus d'informations. Et je tiens aussi, avant de vous dire au revoir, de remercier nos 2 intervenants pour leur présentation qui est très, très intéressante. Merci. Merci. Merci beaucoup. Dominique, bien sûr. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci. Allez, au revoir. Merci. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Merci.